Imaginons que nous sommes face à la situation suivante. Il s'agit ici d'un terrain qui est accidenté, un terrain en pente, où on souhaite réaliser des terrassements au droit d'une zone qui va recevoir soit une route, soit un bâtiment, soit un local technique ou bien différents types d'un ouvrage en génie civil. Donc ici, il faut faire attention le changement de l'état de contrainte. Nous avons créé ici un vide et du coup, l'équilibre géomécanique des forces et des contraintes ne sera pas le même. D'accord? Donc on sait très bien que les contraintes, elles sont croissantes en profondeur. Plus la profondeur est grande, plus la contrainte exercée par le sol est beaucoup plus importante. Ici, nous avons deux cas à traiter. Soit qu'il s'agit d'un terrain rocheux qui est stable, c'est-à-dire formé de roches qui sont en général stables. Parfois, il se peut qu'on ait face à des terrains qui sont meubles et qui sont en général instables. Donc pour le premier cas, en général, il n'y a pas de grand problème parce que la roche, elle est stable et du coup, on peut même laisser parfois le talus sans aucun type de soutènement. Sinon, s'il s'agit d'un terrain qui est meuble et du coup qui est instable, donc ici nous avons deux solutions. Soit qu'il s'agit bien d'un terrain meuble qui peut bien sûr être stable juste par le fait d'incliner le talus, c'est-à-dire lui donner une pente et le stabiliser par le changement de sa morphologie. Parfois, il se peut que le terrain meuble il est très instable et du coup il va subir facilement des éboulements, des effondrements, ou bien même des glissements et des éboulements. Et du coup, dans cette situation, le fait de l'incliner, de lui donner une pente inférieure à 90, donc ceci ne va pas résoudre le problème. Du coup, on est obligé de faire appel à un mur de soutènement qui va bien sûr faire la tâche parfaitement. Si on souhaite parler sur les paramètres de dimensionnement, je vais supposer avec vous que nous souhaitons construire un mur de telle sorte qu'il va supporter les terrains ou bien les pressions exercées par les terrains que nous avons déjà terrassés. Nous avons supposé que nous avons mis en place un mur en béton armé de cette manière, c'est-à-dire un voile qui est déposé sur aucune fondation. Donc il faut noter que la contrainte verticale elle est en fonction de la masse volumique, du facteur de pesanteur ainsi que de la hauteur ou bien de la profondeur. Mais aussi, il faut faire attention à une contrainte horizontale qui émane de la contrainte verticale et qui est en fait en fonction d'elle. C'est-à-dire nous avons sigma h, elle est égale à k fois sigma v. Le k ici, en général, il est inférieur à 1 et elle est en fonction soit de l'angle de frottement moyennant la formule qui dit que k est égal à tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. Sinon, on peut le calculer aussi moyennant le mu, ou bien le coefficient de Poisson. Coefficient de Poisson divisé par 1 moins le coefficient de Poisson, ça va vous donner le K. Et le K en général, comme je viens de dire, il est inférieur à 1, chose qui dit que la contrainte verticale, elle est toujours supérieure que la contrainte horizontale. Donc ici, nous avons deux craintes, ou bien deux possibilités d'instabilité au droit de ce mur de soutènement, bien supposé pour soutenir ce talus. Soit qu'on aura des pressions de terrain, c'est-à-dire sigma H supérieur à sigma H exercé par le voile ou bien par le mur de soutènement. Et dans cette situation, nous parlons d'une translation du mur ou bien d'un glissement du mur. Comme bien sûr, il se peut que le voile ou bien ce mur subit une certaine rotation. Ici, on parle d'une rotation de ce mur de soutènement. Donc voilà, ce sont les deux phénomènes ou bien les deux instabilités qu'il faut lutter contre. Tout d'abord, nous avons le glissement et nous avons la rotation du mur de soutènement. Donc pour ce faire, nous allons traiter plusieurs cas de figure, comme vous pouvez voir ici, et nous allons bien sûr détecter celles qui sont performantes et celles qui ne le sont pas. Tout d'abord, nous allons commencer à la gauche avec le cas de figure où nous avons seulement un mur sans aucun système fondatif. Dans cette situation, le voile ou bien le mur de soutènement ne résiste pas au glissement ni à la rotation. Ça, c'est évident comme on vient de voir. Par contre, dans le cas à la droite, donc ici, nous avons quand même un système fondatif qui va lutter contre la rotation. Donc ici, ça ne va pas résister au glissement, mais ça va résister à la rotation grâce au pied de la semelle que nous avons mis au sens contraire du talus. Dans le troisième cas de figure, ici, nous avons une bonne résistance au glissement ainsi qu'à la rotation. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté quand même
une autre partie du pied de la fondation qui est à l'intérieur ou bien sous les matériaux de talus. Et du coup, les matériaux de talus, oui, bien sûr, ils vont exercer une certaine charge sur cette semelle et vont l'empêcher à la fois de subir la rotation, mais à la fois de lutter contre le glissement. Quatrièmement, nous avons un cas de figure qui est beaucoup plus performant. Il résiste avec une grande performance à la fois au glissement et à la rotation. Et c'est en fait le même cas que nous avons traité précédemment, sauf qu'ici, on ajoute une petite nervure vers le bas qui va fortifier l'empêchement du phénomène de glissement de ce talus. Donc, si on veut résumer, nous allons dire que les premiers cas ne sont pas des cas qui sont pratiques et qui vont soit glisser, soit subir des rotations, soit les deux à la fois. Pourtant, les deux cas en bas, ils sont bien sûr